Il est 1h30 et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Le Diable de Jersey d'Edward D. Hawke. Comme on dit, des jours avec et des jours sans. Personnellement, ce soir-là, j'ai été servi. Remarquez, rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais proposé à mon second, le lieutenant Fletcher, de le reconduire chez lui. Comme il était 11h du soir et que sa voiture était en panne, j'avais pas laissé le pauvre bougre perdre des heures à chercher un taxi, n'est-ce pas? Donc, nous roulons en direction de son quartier, quand la radio de bord lance un message prioritaire. Appel à toutes les voitures circulant dans le voisinage de Park et Chestnut. Sonnerie d'alarme signalée au 332 rue du Parc. Investigation immédiate. Comme nous sommes dans le coin, je change de direction et je me dirige où le devoir nous appelle. Voilà l'immeuble en question, capitaine, dit Fletcher avec un geste du bras. Hé, regardez là sur le côté. Il n'est pas Miro, Fletcher. Deux silhouettes, le genre suspect, surgissent de l'ombre et se précipitent en courant. Je pile net, sors de la voiture et bombe à leur poursuite en criant « Halte, police, arrêtez ou je tire !» Vous pensez si ça leur a fait de l'effet. Ils tournent à gauche dans une ruelle avec moi à leur trousse. Ils bruinent depuis des heures et la poussière s'est transformée en gadou, pire que du verglas. Dangereux, ça. Comme j'arrive à l'embranchement, personne, nada, que dalle. Ils se sont planqués quelque part. Encore plus dangereux. Je ralentis pour reprendre haleine, l'essence aux aguets. Fletcher me rejoint avec une torche électrique. Dès que je l'allume, une voix de fille crie « Cours, Jimmy, cours !» Une forme sort de l'ombre à 2 mètres de moi et bondit en direction de la voie. C'est sans compter avec les réflexes du capitaine Léopold, car je plonge et accroche au passage la poche du veston de l'individu. Malheureusement, je dérape sur la gadoue, déchire la poche du veston et j'atterris sur le trottoir. « Ça va, capitaine ?» demande Fletcher en me rejoignant. Bien sûr que ça va, mon petit Fletcher. Tu savais pas que j'adore faire une petite halte dans la boue, surtout quand je poursuis un voleur? Une suggestion, Fletcher, si tu continuais la poursuite, hein? Et Fletcher de disparaître dans la nuit. Je pose les mains à plat pour me relever. C'est alors que je comprends que quelque chose cloche. Mon poignet gauche, en l'occurrence. Ouais, il fait un angle bizarre, mon poignet gauche. Et au moindre geste, il me donne le sentiment que les tendons ont été remplacés par du verre brisé. Je regagne ma voiture, fier comme un chiot blessé. Fletcher me rejoint quelques minutes plus tard. Une voiture de patrouille a attrapé le bonhomme, mais la fille est dans la nature. Ça va, capitaine? Me demande-t-il pour la seconde fois. Mon petit Fletcher, je pense que je me suis cassé le poignet. Fletcher hoche la tête et soudain, quelque chose fait tilt. Capitaine, je connais un docteur à 2 pas d'ici, dit-il en prenant le volant. Il a ses bons côtés, Fletcher. Arnold Ranger, chirurgien orthopédiste, qu'il est écrit sur la plaque d'une maison à quelques rues de là. Un homme encore jeune, à l'esprit vif, nous ouvre et en 2 coups de cuillère à peau, je me retrouve dans la salle des rayons X, le praticien nettoyant délicatement la boue sur mon bras blessé. Un cambriolage chez Bellet? Demande-t-il. Ah, vous en savez plus que moi, docteur, fais-je étonné. Non, mais c'est pas la première fois qu'on le cambriole, capitaine. D'ailleurs, il est le seul du quartier à avoir installé un système d'alarme. Ah bon? Qui est ce Bellet, docteur? Un collectionneur de timbres rares, capitaine. Une demi-heure plus tard, je suis dans ma voiture, un bras plâtré, en direction de chez Fletcher, qui m'offre l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, au poste, je considère d'une humeur de chien une dizaine de timbres rares disposés sur mon bureau. Une petite partie du butin. En déchirant la poche du voleur, ils se sont éparpillés sur le trottoir. En face de moi, un gros type, genre notaire des romans de Dickens,
hoche la tête avec consternation. C'est monsieur Oscar Bellet. Je vous remercie de votre intervention, capitaine, et je regrette que vous vous soyez blessé. C'est bien dommage qu'on n'ait pas retrouvé le 2 cents d'Hawaï, la perle de ma collection. Il est évalué à 100 000 $, voyez-vous. Quoi? 100 000 $ pour un malheureux timbre-poste? Dis-je en m'emparant d'un exemplaire. Un exemplaire bizarre d'ailleurs, qui représente un diable sur un balai en train de survoler une rangée de maisons. Et celui-ci, monsieur Bellet, combien il vaut? Oscar Bellet le prend délicatement et se met à rougir. Oh, ça, pas grand-chose, capitaine. C'est un diable du Jersey. Quelques dollars, une plaisanterie. Oublions cela, voulez-vous? Dites-moi, capitaine, quand pourrais-je récupérer tous ces exemplaires? Au jugement, monsieur Bellet. Au jugement, parce que maintenant, ce sont des pièces à conviction. Oui, je m'en doutais. Au revoir, capitaine. Sur quoi il se lève et s'en va. Je demande à Fletcher des nouvelles de nos voleurs. Le type, Jimmy Duke, il a été libéré sous caution, capitaine. La fille, mystère profond. Duke, il jure ses grands seins qu'il ne la connaît pas. Ouais. Voilà des nouvelles qui ne sont pas faites pour améliorer mon humeur, d'autant que ça commence à me chatouiller sous mon fichu plâtre. Je vous l'ai dit, il y a des jours comme ça. Les heures passent et un truc commence à me turlupiner. Sérieux. Pourquoi est-ce que M. Oscar Bellet a rougi et changé de sujet quand je lui ai montré ce timbre avec le diable? Hein? À 4 heures, je téléphone à la bibliothèque publique et je demande si on pourrait me rencarder sur les philatélistes du cru. Il y en a que 2 d'importance, paraît-il. Bellet et Dexter Jones, qui est professeur à l'université. Comme c'est pas la cohue au poste, je sors et conduis ma voiture tant bien que mal jusqu'au campus. Sans doute n'est-ce pas la cohue non plus chez Dexter Jones, car il me reçoit immédiatement dans son bureau. Dexter Jones est un homme d'âge mûr, dont le nez s'orne d'une verrue magnifique. « Qu'est-il arrivé à votre bras, capitaine ?» me demande-t-il comme si on se connaissait depuis la guerre de Corée. « Un gendarme et voleur qui a mal tourné, professeur. » Chacun ses malheurs, capitaine. Voyez-vous, ce matin, je me suis brûlé le bout du nez en choisissant la plus mauvaise allumette du siècle pour allumer ma pipe. Nous grognons l'un et l'autre de sympathie réciproque. Je voudrais vous demander, professeur Jones, quelques renseignements sur un timbre appelé le diable du Jersey. Jones lève les doigts du bloc-notes avec lequel il joue machinalement. Bon, il s'agit d'un service postal privé plus ou moins confidentiel, capitaine. Mais c'est illégal, professeur. Sans doute, capitaine. Remarquez que parfois, le service privé y a recours quand il veut avoir la certitude que le courrier ne sera pas ouvert. Vous savez comme moi qu'il suffit d'un mandat pour ouvrir légalement n'importe quelle lettre. Ce service privé offre 100% de garantie à quiconque utilise ses moyens. Et croyez-moi, capitaine, tout le monde y trouve son intérêt, tout le monde. C'est un nommé Bénédicte Corflou qui l'a fondé. Il est également, ce Corflou, à la tête d'une compagnie de transport dans le New Jersey. Je prends congé et remercie le professeur Dexter Jones. En sortant, je me demande pourquoi le nom d'Oscar Bellet est inscrit en grand sur son bloc-notes. Mais comme ça n'a rien d'illégal. Illégal? Non, mais terriblement suspect le lendemain, quand on m'annonce que le professeur Dexter Jones a été retrouvé mort dans son bureau, 2 balles calibre 35 derrière la cravate. Un quart d'heure plus tard, je sonne chez Oscar Bellet. Quand je lui annonce la nouvelle, il rougit encore plus que la veille. Un philatéliste ascendant tomate, ce mec. Quels étaient vos rapports avec le docteur Dexter Jones? Nous nous sommes vus quelquefois à différents congrès, capitaine. Ce n'est un secret pour personne que nous étions concurrents, n'est-ce pas? Ni en tant que tel, nous nous voyions le moins possible. N'empêche, cette nouvelle m'atterre, capitaine. Il vous a téléphoné récemment? Que je demande en pensant au bloc-notes.
Oui, en effet, capitaine. Et pour me poser quelques questions au sujet du cambriolage, des pièces manquantes. Monsieur Bellet, serait-il possible que les voleurs lui aient proposé, par exemple, le 2 cents d'Hawaï? La fille est toujours en liberté, vous savez. Possible, capitaine, possible. Mais ça m'étonnerait que des malfaiteurs se manifestent aussi près du lieu de leur forfait, voyez-vous. New York serait plus approprié, croyez-moi, capitaine. Monsieur Bellet, Bénédicte Corflou, ça vous dit quelque chose? Il rougit à nouveau. Vaguement, capitaine. Oui, un service postal privé. Décidément, le diable du Jersey vous tente, capitaine. J'acquiesce. Mais ce qui me tente surtout, c'est de mettre la main sur le meurtrier du professeur Dexter Jones. Quand le diable se mêle de philatélie, c'est à vous rendre complètement timbré. Comme vous le verrez dans quelques instants. Après le meurtre du professeur Dexter Jones, je décide d'aller rendre visite à Jimmy Duke, le cambrioleur qu'un juge a remis en liberté sous caution. En voyant mon bras plâtré, cette espèce de mec qui ressemble à un rat en caoutchouc s'exclame. Seriez-vous le flic qui s'est cassé le bras en essayant de me mettre le grappin dessus? Ouais, Duke, pour te servir. Cette fois, je viens pour meurtre. Un collectionneur de timbres a été tué cette nuit. Or, les timbres, ça te connaît, mon petit Duke, non? Doucement, capitaine. J'ai tué personne, moi. Si c'est pas toi, c'est peut-être la fille, Duke. Allez, dis-moi où elle crèche. Évidemment, un meurtre, c'est pire qu'un vol. Alors le petit rat se met à réfléchir. À New York, capitaine. C'est là qu'elle cherche à fourguer le 2 cents d'Hawaï. Quand je quitte le petit rat, mon humeur s'est améliorée. Évidemment, New York, c'est grand, mais c'est mieux que rien. Tant que j'y suis, j'en profite pour éclaircir le deuxième point qui me chiffonne. Ce timbre émis par un service postal parallèle et soi-disant toléré par le gouvernement. Le diable du Jersey. Dexter, la victime, m'avait parlé d'un certain Bénédicte Corflou comme directeur de cette poste occulte et patron d'une société de transport dans le New Jersey. Fletcher insiste pour m'y conduire sous prétexte qu'on ne conduit pas 120 km avec un bras cassé. Bon, moi je veux bien. En plus, ça me permettra de réfléchir. Moi qui m'attendais à un truc à la Edgar Poe, je suis surpris de me retrouver dans une enfilade de hangars et de poids lourds en bonne santé. Corflou ne porte ni masque ni redingote, mais une salopette graisseuse. Il nous accueille en s'essuyant les mains à un chiffon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Nous enquêtons sur un meurtre et un cambriolage, monsieur Corflou. Il n'est pas impossible que vous puissiez nous aider. À votre service, messieurs. Je sors de mon portefeuille le timbre diable du Jersey et je lui montre. Bah, et alors, capitaine, si vous êtes venu pour mon service postal, vous perdez votre temps. Le fait est connu par bon nombre de gens appartenant au gouvernement, vous savez. Il arrive même que la poste officielle ait recours à mes services en cas de grève. Je n'enfreins pas la loi, capitaine. Je la contourne, comme on dit, au bénéfice de tous, d'ailleurs. Mon service garantit à 100% le respect de la vie privée, un peu comme le font les banques suisses, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur Corflou. Les faits sont les suivants. Un collectionneur de timbres nommé Dexter Jones a été tué et un de ses confrères, Oscar Bellet, cambriolé quelques jours avant. L'un des timbres volés est précisément votre diable du Jersey. Ouais, j'ai suivi l'affaire dans la presse, capitaine. Je crains fort que mon pauvre diable du Jersey n'atteigne un jour 100 000 $, comme c'est le cas du 2 cents d'Hawaï. Mais pourquoi vous adressez-vous à moi, capitaine? Monsieur Corflou, la compagnie du téléphone indique que Dexter Jones vous a téléphoné le jour où il a été assassiné.
Oui, en effet, capitaine. Il m'a averti que vous lui aviez posé des questions sur le diable du Jersey. Il m'a ensuite dit qu'une certaine personne l'avait interrogé sur le 2 cents d'Hawaï. À mon avis, il me sondait, vous voyez, capitaine, estimant qu'un homme qui imprime des timbres illégaux peut être intéressé par l'achat d'un timbre volé. Il sous-entendait qu'il lui serait possible de se procurer le timbre si je connaissais un amateur. Et que lui avez-vous conseillé, M. Corflou? De téléphoner à Belay ou à la police, capitaine. C'est curieux, mais je le crois. Nous prenons congé et rentrons. L'affaire reste en stand-by une dizaine de jours jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil de Corflou. Bonjour, capitaine, Corflou à l'appareil. Dites-moi, j'ai appris qu'une certaine Bonnie Irish essaie d'écouler discrètement des timbres de valeur chez les philatélistes new-yorkais. Elle a rendez-vous après-demain chez un ami à moi. S'il n'y avait pas eu meurtre, je vous aurais pas appelé, mais dans le cas présent... Vous avez bien fait, Corflou. Donnez-moi les coordonnées du rendez-vous. Les bureaux de la Royal Timbre au cœur de Manhattan ne paient pas de mine, mais faut pas se fier aux apparences. D'autant que Corflou lui-même a remplacé son ami derrière le comptoir, que 2 policiers new-yorkais jouent les employés modèles, que Fletcher, déguisé en facteur, a pour mission de bloquer la sortie de la fille, et que moi, je poireaute dans un bar en face. À l'heure prévue, j'aperçois une fille entrer, une gosse de pas 20 ans, jolie comme un cœur. Et je pense que là, c'est un beau gâchis. Je traverse immédiatement et je joue les badauds à la vitrine de la Royal Timbre. Malheureusement, je distingue pas grand-chose à cause de la poussière accumulée sur le carreau. Quelques 3 longues minutes s'écoulent. Dites non plus, je me dirige vers l'entrée. À ce moment, la porte s'ouvre à toute volée et la gosse sort armée d'un calibre 22. Nous sommes quasiment nez à nez. Elle n'a pas le temps de lever son arme car je lance mon plâtre en faucheuse et envoie son flingue sur le trottoir. C'est à ce moment-là que le facteur Fletcher sort en gueulant Dieu sait quoi. Une affaire rondement menée. À ceci près que le 2 cents d'Hawaï, ce fichu 2 cents de 100 000 $, manque au tableau. Bonnie Irish affirme mordicus qu'elle n'a rien à voir avec l'assassinat de Dexter Jones. D'ailleurs, elle a un alibi que nous vérifions et qui s'avère plus solide que le pont de Brooklyn. Jusqu'à présent, Belay nous téléphonait 1 fois par jour pour son satané 2 cents. Maintenant, il le fait 4 à 5 fois. La guerre des nerfs, ça s'appelle. À croire qu'il me tient personnellement pour responsable de son cambriolage. Bonnie Irish est arrêté pour vol et l'affaire tombe dans un sommeil profond, tandis que mon bras cassé revient à la vie. Et 1 semaine plus tard, je me présente au cabinet du docteur Ranger. En effet, la dernière heure de mon vieux plâtre a sonné. Ranger s'empare d'une petite scie électrique et se met à scier le plâtre délicatement et avec adresse. Je sens, non sans un frisson, le frôlement de la scie sur ma peau au fur et à mesure de l'opération. J'ai appris la mort du professeur Jones par la presse, capitaine. Je le connaissais assez bien, vous savez, lui et sa verrue sur le nez. Il extrait mon plâtre avec adresse et le dépose délicatement sur son bureau. Docteur, pourrais-je avoir le plâtre comme souvenir? Il sursaute et grommelle quelque chose en ouvrant un tiroir de son bureau. C'est que je m'y suis attaché, docteur, fais-je en me levant, en m'emparant de la scie et en la lui lançant à la tête. Touché, sous le choc, il tombe à la renverse et lâche le Smith & Wesson qu'il tenait en main. J'espère que vous n'avez rien de cassé, docteur. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous énoncer vos droits. Oh, ça alors, s'exclame Fletcher en apportant 2 horribles gobelets de café. Ainsi, le 2 cents d'Hawaï était dans votre plâtre, capitaine? Alors ça, j'en reviens pas. Ouais. Il était certainement collé à la boue qui maculait mon bras, intact dans sa pochette en plastique. En me soignant, Ranger s'en est aperçu et il a vite pris sa décision. Il l'a glissé entre la ouate qui protégeait mon bras et le plâtre. Oui, comme ça, il avait 1 mois pour se renseigner, capitaine, notamment auprès du professeur Dexter Jones.
Mais pourquoi est-ce qu'il l'a tué, capitaine? Indirectement à cause du diable du Jersey, Fletcher. Rappelez-vous, Corflou avait conseillé à Jones de prévenir Bailey ou la police. Pour son malheur, Jones avait l'intention de suivre ce conseil, et quand Ranger l'a appris, il l'a froidement abattu. Mais comment avez-vous soupçonné le docteur Ranger, capitaine? Quand il a parlé de la verrue de Jones. Le pauvre Dexter Jones n'a jamais eu de verrue sur le nez, mais une brûlure qui n'y ressemblait que trop bien. Si le docteur Ranger l'avait connu comme il le prétendait, il aurait été au courant. Quand il a refusé de me donner le plâtre en souvenir et qu'il s'est mis à farfouiller dans son bureau, j'ai tout de suite compris. Tout ça pour un timbre-poste, capitaine, si c'est pas malheureux. Ouais, mon petit Fletcher, pour un timbre-poste qui vaut 100 000 $. Et puis, grâce à une brûlure qui ressemblait à une verrue. Mon petit Fletcher, on est vraiment peu de choses.